Télévision pour cet autre rendez-vous du week-end du programme Votre avis compte qui ce jour va s'articuler sur deux principaux sujets qui sont des thématiques qui intéressent notamment le continent et vous aussi. Connaître et comprendre comment le pays de l'Afrique de manière générale, pour le résumer ainsi, fonctionne. D'abord, le premier cap va nous mener du côté de la République centrafricaine pour parler bien entendu donc de l'opération aérienne, l'opération militaire française. L'armée française donc en voie de fermer définitivement boutique du côté de Bangui si l'on s'en tient à une publication du 25 août d'African Intelligence, qui est donc un site d'information réputé de grande renommée. Il est dit que dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année 2022, il y aura plus l'ombre donc des soldats militaires du côté français. Les 130 derniers éléments qui assurent pour le moment la mission logistique doivent quitter et l'annonce officielle devait être faite les 1er et 2 septembre au cours d'une réunion officielle que va donc présider le président français Emmanuel Macron, une réunion de congrès avec notamment les ambassadeurs et les ambassadrices. Mais pour y arriver, il a fallu que la fermeture puisse s'obtenir, selon bien sûr l'état-major général français, cet été au cours d'un conseil. L'autre deuxième thématique va nous conduire du côté de la Côte d'Ivoire. Nous en parlions encore dans nos éditions précédentes pour revenir toujours sur le cas de Dame Pulchéri Ballet. On parlera donc de son arrestation une fois de plus en s'interrogeant si la présidente de l'ACI serait une menace pour le régime Ouattara au regard de ce qui peut être lu et observé du côté de la Côte d'Ivoire. Pour en parler, on aura en présentiel au cours de ce rendez-vous. Il est souvent avec nous de manière vocale. Pierre Claver Kodo, qui est directeur de publication du journal Horizon Nouveau Magazine et puis du journal panafricain Africa Fresh Chrone, et il est également président de l'AP2 EDA-APH, je crois que j'y suis arrivé, qui est donc un mouvement à la fois qui intègre les instituts camerounaises, mais également aussi russes en la mémoire donc du général Abraham Petrovitch ainsi que de son arrière-petit-fils. Avec lui, nous parlerons durant pratiquement près de ces plus d'une heure d'antenne sur ces différents sujets. Et puis on tentera d'avoir aussi quelques réactions au cours de ce rendez-vous, sans toutefois oublier vos contributions qui viendront par appel, quel qu'en soit bien sûr les différentes position vous trouvez via les différents numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran tout à l'heure, ou tout simplement par vos commentaires sur la page Facebook de For You Media, ou du moins sur l'émission Votre avis compte. Merci, on se retrouve juste derrière. Panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Madame, Monsieur, le monde bouge, l'Afrique avec, et figurez-vous que nous aussi, nous sommes au rendez-vous, et avec ces près de 2 heures d'antenne, nous parlons donc de l'actualité du continent africain. Le premier cap, comme on le disait, nous va nous conduire du côté de la République centrafricaine pour parler donc de ce cas d'annonce du déguerpissement, si vous voulez, d'une manière totale de fermeture de la boutique de l'armée française du côté de Bangui. Celle-ci y résidant encore du côté de l'aéroport international de Bangui-Mpoko, où le camp de l'armée de l'air y est. 130 éléments qui assuraient donc la mission logistique. Une information qui a été rendue publique par le journal de renommée Africa Intelligence, qui bien sûr fait partie des bons couloirs, et toujours ceux qui viennent là-bas n'est jamais quelque chose à négliger. Ce journal nous fait savoir que la semaine prochaine, au cours d'un congrès qui va réunir les ambassadeurs et puis d'autres personnalités du gouvernement français, le président Emmanuel Macron fera donc l'annonce, et puis pour qu'il fait savoir que d'ici le mois de novembre, du moins d'ici sa fin du mois, les 130 derniers éléments de cette armée française qui a vécu pas mal de périodes, pas mal de vécu du côté de la Centrafrique vont devoir quitter. Mais avant, d'abord, on va dire un bonjour et puis souhaiter la bienvenue à
Pierre Claver Kondo, directeur de publication du journal Horizon Nouveau Magazine, Africa Frescon, et puis, comme je disais, président de l'AP2EDA-APH. Bonjour, DP. Bonjour Florent, bonjour aux dizaines de millions de téléspectateurs de For You Radio TV et surtout à nos fidèles téléspectateurs, donc ceux qui sont avec nous chaque jour dans le cadre du programme Votre Avis Compte. C'est toujours avec un même plaisir que je me retrouve sur votre plateau pour traiter des thématiques qui ont été savamment retenues par vos soins. Merci justement DP de nous faire cette amitié et puis cette fidélité à For You Media. Il faut le dire, d'habitude, c'est par la voix de vocales au cours de nos échanges que nous avons souvent. Et aujourd'hui, donc, vous avez bien voulu accepter cette invitation eu égard de votre calendrier pour partager avec nous ces différents sujets et apporter des éclairages. Mais avant toutefois que nous puissions parler du cas centrafricain, je voudrais qu'avec le concours de la réalisation ce matin, nous puissions suivre ce reportage qui a été réalisé dans le cadre, bien entendu, de cette annonce du départ de la France du côté de Bangui. L'information n'est pas encore officielle, certes, mais si l'on s'en tient au site d'information Africa Intelligence qui a publié celle-ci dans sa parution du 25 août 2022, la décision devrait être actée par l'annonce la semaine prochaine du président français Emmanuel Macron lors de la prochaine conférence des ambassadeurs et ambassadrices les 1er et 2 septembre 2022. Après 62 ans de collaboration, les derniers éléments de l'armée française qui assuraient encore la mission de logistique en terre centrafricaine devront quitter les lieux d'ici fin novembre. L'obtention de la fermeture ayant été faite au cours d'un conseil ministériel tenu cet été. Selon nos confrères d'Africa Intelligence, la raison de ce départ est la présence des troupes militaires russes sur le sol centrafricain. En effet, il faut dire que depuis l'arrivée des troupes militaires russes en RCA en 2018, la relation entre les militaires français et les autorités locales n'a cessé de se dégrader jusqu'au gel de la coopération en avril 2022 décidée par Paris. Soulignons toujours que, à cause de l'intervention russe, l'armée française a quitté définitivement la base malienne de Gao il y a quelques jours. Ce sont donc 130 éléments de la mission logistique qui devraient quitter l'aéroport de Bangui-Mpoko dans les prochains mois après 62 ans de collaboration. Tout a commencé à l'indépendance à l'ouverture d'une base aérienne française, laquelle sera fermée en 1965, mais n'interrompra pas la formation de l'armée centrafricaine par les militaires français, tels que le soulignent nos confrères. Le site d'information nous fait savoir qu'après l'influence relevée de la Libye à Bangui, l'opération Barracuda, visant à destituer l'empereur Bokassa, sera montée par Paris le 21 septembre 1979. Dès cet instant, on retrouvera près de 1500 soldats français dans les bases de Bangui et Boar jusqu'en 1998 et la professionnalisation de l'armée centrafricaine. En 2003, la présence militaire française est requise dans l'opération Boali en vue d'encadrer l'armée centrafricaine face à la montée en puissance des groupes armés au nord du pays, ce qui conduira à l'intervention française en 2007 avec l'opération Sangaris, dont l'action se fera ressentir en décembre 2013 au pic de la guerre civile. Sangaris va compter jusqu'à 2000 hommes de 2014 à 2015. Voilà, merci donc à la rédaction centrale de For You Télévision et ici à la réalisation qui nous a permis de pouvoir suivre ce reportage qui revient donc sur cette sortie du journal, si vous voulez, du site d'information Africa Intelligence, mais qui rentre à peu près aussi dans les profondeurs de cette relation, on va dire, militaire qu'entretenait la France avec la République centrafricaine qui, pour l'heure, soulignons-le encore, n'est pas encore officiel, mais annonce déjà quelque chose de grand qui arrive. Alors, DP, quand vous avez appris cette annonce, bien que, comme le souligne encore de façon très claire, n'a pas encore été officialisée, soit par l'État centrafricain ou le gouvernement, sinon l'État français, mais une annonce de ce côté est prévue pour la semaine prochaine. Quelle a été votre réaction ? Directement. Je pense que cela fait suite à la pression des populations centrafricaines qui de plus en plus manifestent clairement leur mécontentement par rapport à la présence des forces françaises de ce côté-là. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que la France est présente en Centrafrique depuis 1960, c'est-à-dire ça fait, voilà 62 ans exactement. Et à ce jour, la Centrafrique n'a jamais retrouvé le chemin de la paix ou alors le chemin de sa propre unité. Il est donc question pour nous de nous interroger sur le véritable rôle
que la France, la présence des forces françaises a eu du côté de la Centrafrique, comme d'ailleurs dans d'autres pays africains où la France entretient des bases militaires. Je pense tout simplement que si cette annonce arrivait à être confirmée, ce serait une bonne nouvelle pour la Centrafrique qui désormais pourrait prendre en main son destin en matière de sécurité. Parce que vous conviendrez avec moi que la France aurait dû, par élégance, dresser un bilan de sa présence en Centrafrique avant d'officialiser son départ, parce que c'est vrai, nous sommes encore dans les supputations, mais sinon, l'auteur de cette information fait quand même partie des sites les plus sérieux de notre environnement médiatique. Donc je crois simplement que si jamais l'information est avérée, ce sera une occasion définitive pour les dirigeants centrafricains de renouer avec la paix et surtout la sécurité sur le territoire national. Vous avez dit si cette information venait à être confirmée, le journal nous fait savoir que au cours justement d'une réunion, du moins un congrès que va présider Emmanuel Macron, le président français, et puis à cette réunion vont assister les ambassadeurs, les ambassadrices, bref, il faut dire l'état-major du gouvernement français. Cela devait être acté. Et si on allait dans ce sens-là, peut-on directement dire que le pronostic vital de la France en Afrique est engagé? Ça ne se pose, ce n'est plus une question à poser, c'est tout simplement une évidence. Avec le mécontentement ou alors le désamour de plus en plus manifesté par les opinions africaines vis-à-vis de la France, il faut tout simplement affirmer cela. D'ailleurs, les délais sorties visites du président Macron sur le territoire, dans les pays africains, confirme cela. La France essaie de se rattraper, mais sincèrement, je pense qu'il se fait assez tard au regard de la pression et surtout de la maîtrise des canaux d'information dont disposent désormais les opinions africaines. La France, parlant de son processus vital, je pense que c'est simplement une évidence. La France est encore là, mais pas forcément pour longtemps. Elle sera encore là dans certains pays, mais pas du tout dans tous les pays. Vous conviendrez avec moi que la Centrafrique s'est déjà dégagée de la pression française, le Mali également, en Afrique de l'Ouest et partout ailleurs en Afrique francophone. On ressent quand même un malaise au sein des opinions africaines vis-à-vis de cette ancienne puissance ou alors de cette puissance néocolonialiste dont le bilan en matière de coopération avec les pays africains est pour le moins n'est pas du tout élogieux. Au contraire, c'est un bilan qui rappelle aux autres la relation que la France elle-même a entretenue avec pendant l'occupation avec le pouvoir nazi. Donc je pense que la France est dans une situation dans une situation irréversible qui certainement va déboucher dans une rupture progressive avec des États africains. Ce n'est pas dans une rupture progressive avec certains États africains, puisque aujourd'hui on reconnaît quand même qu'il y a au moins deux qui ont déjà franchi le Rubicon et qui affirment clairement leur désamour vis-à-vis de la France sans plus mettre les gants. Parce que si aujourd'hui vous demandez à un Malien ou à un dirigeant malien qu'est-ce qu'il pense de la relation avec la France, il dira qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu plusieurs décennies à croire en la France et aujourd'hui ils ont fait un choix sur lequel ils misent plutôt pour reconstruire leur souveraineté et repartir sur de meilleures bases. Il est vrai que vous avez eu à parler du Mali, on reviendra parce qu'il y a un élément qui est commun justement au départ de l'armée française et c'est évoqué d'ailleurs dans cette information, mais parlons concrètement de la présence française en République centrafricaine. Si l'on s'en tient au site d'information Africa Intelligence qui a rendu public jusqu'ici l'information et peut-être d'autres recherches approfondies, on fait comprendre que au cours de la période de l'indépendance, parce qu'il y avait justement un projet de la France en tant que colonie auprès du Tchad. Il fallait donc rallier cela avec la Centrafrique. Il y a d'abord eu la
construction, bien l'ouverture d'une base aérienne du côté de Bangui, par la suite qui a eu à fermer dans les cours pratiquement de 1959. Et puis durant cette phase de l'indépendance, il y a donc eu un autre mouvement qui a été apporté cette fois-ci. Maintenant, l'armée française devait accompagner l'armée centrafricaine en termes de formation, comment peut-être faire face à une sorte de rivalité ou bien d'autres projets du monde, se défendre de manière générale. Et puis, on poursuit en faisant comprendre qu'après un moment donné, il y a eu une forme d'expansion de la Libye à Bangui. Après cela, derrière ce mouvement, il y a donc la grande empire de Bokassa Ier qui s'installe. Il y a donc un moment qui est organisé pour l'occasion, pour venir destituer Barthélemy Bokassa, qui est devenu Bokassa Ier. Et certainement, on a des actions de Boali qui sont effectuées dans le cas 2003. On y revient avec pratiquement la mission de la guerre civile telle qu'utilisée, qui était au pic en décembre 2013, avec Sangaris qui a agi de 2014 en 2015, avec pratiquement 2000 hommes qui sont engagés dans ce combat-là. Est-ce que dans ce schéma qui est présenté, la France a failli à ses engagements dans la question sécuritaire, ou bien tout simplement cette France a utilisé un jeu de manipulation profitant du sous-sol centrafricain, faisant croire qu'elle avait beaucoup plus à apporter en termes de protection. Vraiment, vous avez un bon sous-sol, nous on l'encadre, encore plus que Valéry Giscard d'Estaing a d'ailleurs été l'une des personnalités françaises qui aujourd'hui a créé beaucoup de remous de ce côté. Oui, il faut bien rappeler à nos téléspectateurs que tous les pays, toutes les anciennes colonies, ou alors les néocolonies africaines francophones étaient liées, sont d'ailleurs liées, parce que ces accords n'ont jamais été officiellement mis en question, sont liés à la France par des accords de coopération dans plusieurs domaines, dont parlant de la sécurité en matière militaire, un accord en matière de coopération militaire qui porte sur la formation, l'approvisionnement en équipement, l'appui logistique et tout ce que vous voyez. Donc, ce qui est curieux, c'est que c'est des accords qui ont été signés ou alors imposés à la France, aux dirigeants africains de l'époque, qui avaient l'ambition d'accéder au pouvoir, et c'était avant, généralement c'était avant les indépendances. Et c'est d'ailleurs la plupart de ces accords qui sont à l'origine de l'assassinat de plusieurs chefs d'État qui justement ont conduit leur pays à l'indépendance, mais se sont rendus plus tard que c'était des accords de Sioux qui ne profitaient pas à leur pays, mais davantage à la France. On peut citer le cas de l'ancien président centrafricain, on peut citer le cas du premier président malien, il y a plusieurs, Sékou Touré, lui a échappé belle, mais sinon, la France a cette capacité de projection. La France est capable de se projeter sur le moyen et le long terme en utilisant des instruments assez intelligents. Donc, lorsqu'on parle des questions de sécurité, il n'y a pas de développement possible dans un environnement où il n'existe pas la sécurité. D'autres parleront de la paix, mais moi je dis le développement ne peut pas prospérer dans un environnement où règne l'insécurité. La France l'a si bien compris, et la France a donc piégé les États africains à travers justement certains accords, dont l'accord de défense qui en fait était censé garantir l'intégrité nationale, la souveraineté des États africains et la sécurité de ces anciennes colonies. Or, en marge, parallèlement à ces gages donnés par les nouveaux dirigeants africains, c'est également la France qui organisait les rébellions et qui continue d'ailleurs à en organiser, qui organisait les rébellions, qui organisait le chaos. Pourquoi? Parce que la France, en quête de ressources naturelles et de crainte de voir les dirigeants africains refuser, rejeter ces conditions en matière d'exploitation de ces ressources naturelles, la France n'avait pas trouvé mieux que de créer un épouvantail qui n'était autre que l'insécurité. Et ce qui lui permettait donc et continue d'ailleurs dans certains pays, lui permet de continuer à piller sans contrepartie les ressources naturelles de ces pays. Parce que vous imaginez, s'il y a l'insécurité dans une zone en crise, vous trouverez que pendant que l'insécurité y règne, il y a quand même des ressources naturelles qui sont exploitées. Allez donc savoir pourquoi est-ce qu'on ne refuse pas de les acheter pour les écouler sur le marché mondial. Pourtant,
On a vécu pendant la guerre du Libéria certaines dispositions du Conseil de sécurité qui interdisaient de vendre les diamants du sang sur le marché mondial. Mais qui les prenait pour aller vendre? C'est toujours des transnationales et des acteurs des intérêts économiques occidentaux. Donc, en fait, la France a utilisé les questions de sécurité pour mieux embrigader les dirigeants africains en leur temps et pouvoir aussi piller parallèlement nos ressources naturelles sans contrepartie. C'est d'ailleurs ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rappelez, le cas du Mali illustre à merveille cette affirmation, parce que pendant que le Mali est divisé en trois, dont le gouvernement central contrôle à peine le tiers du pays, les 2 tiers où la France a créé des bases sont toujours sous le contrôle des mouvements djihadistes. Pourtant, ces 2 tiers, il y a beaucoup de richesses là-bas, parmi lesquelles l'or et autres. Mais lorsque les rebelles les terroristes exploitent cet or-là, ils le vendent à qui? Certainement à celui qui a le pouvoir militaire de ce côté. Donc, bref, chaque base militaire française s'accompagne d'un comptoir de trafic des ressources naturelles africaines, que ce soit le bois, le diamant et tout ce que vous pouvez imaginer. Je crois donc que pour revenir sur cet aspect, il serait question pour l'Afrique, ou alors pour les Africains, de revoir un peu le paradigme de base de la coopération avec la France, de le fonder davantage sur des considérations autres que l'amitié, autres que l'histoire. Encore l'histoire, les liens historiques entre l'Afrique et la France sont totalement biaisés dans la mesure où l'Afrique n'a jamais tiré profit de cette relation avec la France, et ça s'illustre à travers la misère et la pauvreté qui règnent sur notre continent. Donc il faudrait que les Africains apprennent à considérer leur vis-à-vis soit comme étant des opportunités, soit comme étant des menaces. Or, je ne cesse de l'affirmer dans le cadre de ces programmes, que la France est davantage une menace pour l'Afrique qu'une opportunité. Maintenant, aux dirigeants africains, aux peuples africains de savoir opérer des choix stratégiques pour changer de paradigme afin que désormais on commence à penser Afrique et non plus à passer le temps à se référer à un pays qui ne nous sert à rien, une puissance qui nous apporte rien de bon. On va directement aller au standard, prendre d'abord cette toute première réaction. D'abord la ville de Douala, j'allais dire de Bafoussam au Cameroun, j'aime bien son appeler la capitale ouest-end camerounaise. On retrouve donc Eric Yankem qui est journaliste mais ex-politique de West Echo, un journal qui paraît du côté de la partie western du Cameroun. Bonjour Eric. Bonjour Florent. Et alors par rapport à la thématique de ton émission, pour le fait de constater que la France plie bagage en Centrafrique, je crois que c'est même logique et c'est de bonne guerre. Parce qu'on dit souvent le monopole a fini que les Français avaient dans leur précaré, dans la zone le précaré français, la zone française, comment on dit, les pays francophones africains là. Cette France avait pour habitude, avait pour seule culture donc d'être unique et d'être seule présente. Et la France avait réussi à étouffer, à annihiler toute concurrence de puissance étrangère dans son précaré. Et donc, par conséquent, savait implicitement qu'elle pouvait faire la pluie et le beau temps et qu'il n'y avait pas moyen pour qui que ce soit de s'opposer à ses choix. Elle faisait donc la pluie et le beau temps. Maintenant que par la force des choses, le temps arrivant, la Russie, à travers les ministres, de Wagner, arrive, ça donne l'impression, c'est de bonne guerre, ça permet la concurrence et face à la concurrence, on s'est rendu compte que cette France ne tient pas toujours la route au regard de son hypocrisie, de son arrogance, qui donne l'impression que, bon, elle était habituée à travailler, à fermer nos yeux, à nous utiliser, nous infantiliser, nous insulter, sachant que en face il n'y avait pas moyen de riposter.
Maintenant que il y a son pendant, il y a la concurrence, elle va trouver des raisons pour pouvoir partir sous réserve en démontrant que le groupe Wagner est prévient piller les ressources, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus des insultes. Parce qu'en réalité, quand il faut suivre, quand on analyse la composition des troupes françaises, on comprend qu'il y a des légionnaires. Et quand qui parle des légionnaires, parle donc des personnes qui ne sont pas originaires, enfin, qui ne travaillent pas ce sont des soldats multinationaux qui sont recrutés, qui travaillent un peu comme Wagner, et donc par conséquent profitent de la protection de la couverture française pour faire ce qu'elle veut. Et donc par conséquent, je crois que c'est de bonne guerre. Moi, je salue la présence, au-delà même de Wagner, mais de d'autres troupes étrangères qui viendraient proposer leurs services et maintenant libre aux Africains, à nous, de pouvoir choisir. Parce que dans l'ancien temps, nous n'avions pas le choix. C'était la France ou c'était rien. Et nos chefs d'État étaient obligés de se plier et de céder les ressources à la France au risque d'être débarqués. On connaît donc par le passé les interventions, notamment même Bokassa, comment il a été destitué et autres. Donc c'est pour dire que l'ingérence française, son arrogance, tire vers sa fin et c'est un signe de temps, c'est de bon augure. C'est vrai que on ne saurait chanter que la France n'est pas et saluer Wagner parce que au-delà de tout, les armées de chaque État ne pourront véritablement être efficaces que si ces armées sont équipées et travaillent, sont formées pour défendre les intérêts de leur population et de leur peuple, de défendre l'intégrité de leur territoire. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Pour le cas de la Centrafrique, bon, je crois que Wagner ne vient pas aussi parce que sans la Centrafrique, ils nous aiment trop. Certainement, pas, on ne dit pas d'intérêt, pas d'action. Et certainement qu'ils trouvent un certain appétit, un goût à risquer pour leur vie sur le terrain, si tant est que la Centrafrique est on pourrait aussi dire un scandale géologique et que c'est curieux que comme le Congo et comme beaucoup d'autres pays africains, le sous-sol est riche, mais le sol, les Africains, les Centrafricains sont pauvres. Et c'est un peu comme une malédiction. Vous êtes riche et on peut vous appauvrir, pour vous maintenir dans l'aveuglement, dans la soumission. On crée des fausses guerres pour vous distraire et pendant ce temps on pille vos ressources. La France l'a fait, Wagner est en train de faire, mais davantage il vaudrait mieux. L'idéal serait que ces troupes, que ce soit l'armée centrafricaine, l'armée républicaine centrafricaine, qui soit véritablement à la manœuvre pour que si jamais il y a des troubles, que ce soit cette armée, comme à l'instar de l'armée camerounaise, qui réussit comme bec et ongle à travailler, à sécuriser les frontières camerounaises, à combattre, à montrer des gages de bravoure, de professionnalisme et de combativité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait, au-delà donc du retrait de la France, qui est, bon, c'est un libre arbitre, que ces Français se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas rivaliser au regard de comment on pourrait dire, de certaines manifestations anti-françaises qui prennent corps partout dans la sous-région. On a l'impression que cette France ne peut que plier bagages et se retirer. Et c'est de bonne guerre. Bon, maintenant, en pliant, elle laisse du terrain à l'autre et c'est certainement parce qu'elle n'a pas, au regard de ce que les peuples ont constaté, et il n'y avait pas moyen d'autre que de partir et
sous prétexte que c'est pour des raisons, comment dire, d'incommodité, hein, sur les principes, sur le terrain des droits de l'homme et autres. C'est de la gnognotte, ce sont des prétextes en soi, parce qu'en réalité, cette armée française a montré à plusieurs reprises qu'elle ne venait pas nous défendre, qu'elle venait pour autre chose, se faire du beurre sur le dos des Africains. Parfois même, c'est elle qui concourait à entretenir un semblant d'insécurité dans notre sous-région, davantage pour nous détourner de l'attention réelle qui voudrait être la sécurité, la sérénité pour pouvoir exploiter nos ressources. Mais bon, maintenant, chaque chose a une fin, et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, pourrait-on dire. C'est peut-être le début de la fin de la France-Afrique en Afrique et le commencement d'une autre ère avec de nouveaux chefs d'État. Pourvu maintenant que ça dure et que cette lancée ne s'arrête pas parce que la France ne fait que se retirer, ne peut pas lâcher prise. Parce que, disait-on, par le passé, sur le président l'ancien président gabonais de regretter mémoire Bongo qui disait la France est un peu comme une voiture sans carburant. Et puis l'Afrique, sans la France, c'est un peu comme une voiture sans chauffeur. C'est pour dire que nous sommes liés par un jeu d'intérêt et il faudrait que ce paradigme change. Eric Yankam, certainement on vous trouvera lors de la seconde thématique qui va être évoquée lorsque nous terminerons avec la République centrafricaine. Mais déjà, par rapport à nos téléspectateurs et ceux qui nous rejoignent sur les différentes plateformes de For You Media, vous avez la possibilité de faire part de vos réactions au plus 237 693 588 668 ou tout simplement via Skype For You Télévision. Vous serez en direct avec nous ou pourquoi pas par Zoom au plus 64 9 889 05 26. DP, l'Afrique liée par la France. On a Eric Yankam vient de souligner les propos du président Omar Bongo. La France est ce véhicule-là et l'Afrique est le carburant. L'Afrique est le carburant, la France est le chauffeur. Histoire liée, mais qui devrait automatiquement avoir une part égale. Chacun devrait être gagnant de son côté. Ça, c'est le propos de Omar Bongo, dénote à suffire l'influence de la France sur la première élite africaine aux affaires. Je pense qu'il n'a pas eu le temps, ou alors il a profité de cette relation privilégiée avec la France sans jamais s'interroger sur ce que gagnait son peuple, c'est-à-dire le peuple gabonais. Je crois que c'est même un exemple qu'il faut rappeler à la jeunesse africaine pour leur faire comprendre le degré d'infantilisation et de paternalisme qui a caractérisé les premiers dirigeants, comme c'est le cas du regretté Omar Bongo, dans leur rapport avec la France. Et aujourd'hui, le résultat il est flagrant. Le Gabon, à un moment donné, était considéré comme le Qatar de l'Afrique centrale en matière de pétrole, parce que sous Omar Bongo, je ne sais même pas s'il y avait 1 million de Gabonais. Pourtant, la rente pétrolière, le pétrole rapportait énormément, mais l'essentiel de cet input allait plutôt dans les caisses de la France. Je crois que, comme je ne cesse de le répéter, il faudrait que les Africains fassent un peu le bilan de la relation avec la France depuis plus d'un siècle. Pour le Cameroun, c'est depuis 1918. Pour les autres, c'est même beaucoup plus avant, parce que les autres étaient des colonies françaises. Mais le paradoxe dans toute cette histoire, c'est qu'aucun pays africain n'est ni industrialisé, ni à l'abri de la misère. Mais alors, marquons quand même un temps d'arrêt pour apprécier le temps passé avec la France et se reprojeter pour savoir ce que nous sommes devenus, ou alors où est-ce que nous allons, ou alors qu'est-ce que nous attendons offrir à l'humanité, ou alors un héritage à l'humanité. Je crois que lorsque vous avez dressé un bilan et que vous avez découvert que cette relation avec la France est essentiellement incestueuse et contre-productive pour l'Afrique,
on devrait simplement réfléchir, penser des choses autrement et pour mieux se reprojeter, tenir compte du déficit que nous enregistrons. Donc, dire que la France est comme le carburant, vous dites comme le carburant. La France est le chauffeur, l'Afrique est le carburant. Moi, la France n'est pas mon chauffeur de toute façon. La France ne saurait être mon chauffeur parce que je n'ai pas choisi un chauffeur. Un chauffeur, ça se recrute. Moi, je pense pas que les Africains ont recruté la France. La France s'est appropriée l'Afrique par la force et par le terrorisme. Donc, la relation n'est donc pas une relation d'égal à égal. C'est une relation de maître à esclave. Et la preuve, c'est que pendant que la France prospère, l'esclave s'appauvrit. Je pense que le fond même du problème aujourd'hui, justement, c'est de remettre en question cette approche, cette relation avec la France. Comme je le disais au cours de mon premier jet, que les Africains doivent commencer à réfléchir, doivent changer de paradigme dans leur relation avec la France et considérer davantage leur vis-à-vis soit comme une menace, sinon comme une opportunité. Alors, posons-nous la question de savoir, à l'analyse du bilan de notre relation avec la France, celle-ci est-elle une opportunité ou une menace pour nous? Une opportunité en faveur de notre souveraineté, en faveur de notre développement, en faveur de notre émancipation, ou alors simplement une menace pour tous ces points-là. Et dès qu'on a tiré les conclusions, moi personnellement, je pense que la France est davantage une menace. Il faudrait donc qu'on arrête de vouloir une chose et ce contraire à la fois. Il faudrait qu'on prenne sur nous nos responsabilités, qu'on décide de prendre en main notre destin. Vis-à-vis de la France, les carottes sont cuites. Ça ne sert plus à rien de tergiverser ou alors de réfléchir autrement qu'en faveur d'une rupture claire et nette pour, si jamais nous voulons avancer et laisser quelque chose à la postérité. Avant toutefois que nous puissions venir sur le point qui a eu donc à poser problème dans cette relation que la France entretient avec la Centrafrique et qui est toujours la même raison du côté du Mali. Prenons encore cette autre personne au téléphone en direct donc du Mali, Alaï Kouriba du réseau panafricain depuis la capitale Bamako. Bonjour frère. Bonjour Farouk Média, bonjour chère Florence, bonjour chers amis panafricains. Moi c'est Alain Kouriba, j'appelle depuis Bamako, la capitale malienne. Et merci une fois de plus sur les thématiques et l'essor de l'armée française au Bangui. D'abord, les accords de défense, considérés comme bras armés de la France-Afrique, le débat public français n'est pas très exigeant quand il s'agit de la transparence des institutions, notamment militaires. Et ce que l'armée française est en train de faire en Afrique, et l'opinion française, les hommes politiques français, le Parlement français ne s'y intéressent pas trop. Parce que dans les accords militaires signés dès les premières ères des indépendances entre les pays africains et la France, c'est des accords qui cassent beaucoup de choses dont l'opinion publique française ne doit pas connaître, dont le Parlement français ne doit pas s'exprimer sur certaines pratiques et sur certains contenus de cette coopération militaire entre la France et l'Afrique. Malgré que les accords entre la France et une grande partie de l'Afrique sont pour autant un enjeu sécuritaire, financier et hautement politique au même titre que les francs CFA. Donc cette France-Afrique a beaucoup de volets. Il y a le volet sécuritaire, il y a le volet financier et il y a le volet purement économique, la monnaie, ce qu'on appelle les francs CFA. La RCA, depuis les premières heures de l'indépendance, avait signé un accord de défense avec la France. La France considérait Bangui comme une base aérienne
pour pouvoir contrôler certaines parties de l'Afrique, à savoir la partie du Tchad et de la Libye. Depuis les années 2000 jusqu'en 2010, la France avait totalement les mains libres pour pouvoir commercer, pour pouvoir faire de n'importe quoi avec la Centrafrique. Depuis l'arrivée du président actuel Faustin Archange au pouvoir, les donnes ont changé et cela a beaucoup marqué. D'abord, les différentes réarticulations de l'armée française au niveau de Bangui. Il y a eu plusieurs opérations, opération Sankaris, opération n'importe quoi. Il y a eu plusieurs sortes d'opérations en Centrafrique qui n'ont pas porté ses fruits. Et quand le président Faustin est arrivé au pouvoir et que la situation de Bangui ne faisait que s'enfoncer, il fallait chercher des partenaires fiables. Il fallait changer de camp. Et Monsieur le Président Faustin Archange a signé un accord de défense avec la Fédération de Russie, chose qui a beaucoup dérangé la France. La France, ne voulant pas d'autres concurrents sur le terrain, s'est mis à s'énerver et a décidé de faire partir ses troupes hors du territoire centrafricain. Et cela se poursuit jusqu'à la fin de cette année. Et s'il plaît à Dieu, d'ici novembre-décembre, les derniers éléments français vont quitter le territoire centrafricain et cela va marquer le début d'une nouvelle ère pour la Centrafrique et même pour l'Afrique tout entière. Et cette initiative n'est pas la première. C'est fait le cas au Mali ici et que les Maliens ont montré la voie aux autres pays et je suis sûr qu'il va y avoir d'autres qui vont suivre. Les cas maliens, il y a les RCA, ensuite il y aura forcément le Burkina Faso, il y aura forcément le Cameroun qui va suivre, il y aura forcément le Niger qui va suivre. Finalement, les autres pays aussi vont suivre l'exemple malien, l'exemple centrafricain, pour se libérer totalement du joug de l'armée coloniale française sur leur territoire. Et nous invitons nos dirigeants, les chefs d'État, les décideurs, à passer des accords de défense avec des pays responsables qui respectent votre intégrité, qui respectent votre politique, vos choix politiques et tout le respect qui en découle. Il est temps pour les Africains de décider d'eux-mêmes de leur sécurité, de décider d'eux-mêmes de leur monnaie, de décider d'eux-mêmes de leur politique. Et cela va être un premier pas pour les Africains pour pouvoir sortir de ces jougs de la domination impérialiste française. Merci et excellente journée. Merci à vous, mon cher Alaï Kouriba. Alors, DP, voilà un frère malien qui, lui, il a vécu un peu la situation avec le départ de la force française Barkhane. Il y avait Takuba, la force tasse européenne, qui était également de ce côté. Avec lui, ça nous amène donc à parler de la Russie, la présence russe en Afrique, les forces armées russes, ou sinon, on va dire, les accords militaires entre la Russie et d'autres pays africains, parmi lesquels la Centrafrique et le Mali, point majeur, point commun du départ des forces françaises dans ces deux pays. Définitivement, Vladimir Poutine voudrait mettre à mal le gouvernement français, quel qu'en soit le président qui s'y trouve. Disons que Poutine voudrait simplement ramener
donner une chance aux Africains de vivre leur liberté, de prendre leur destin en main, d'assumer leur destin, d'assumer pas seulement le prendre en main, d'assumer leur destin. Et il met dans la balance ce qui a toujours été le ventre mou de la relation entre la France et l'Afrique, c'est-à-dire la sécurité. Parce que vous remarquerez qu'aucun pays africain n'est développé simplement parce que, au-delà de il y a l'insécurité sous plusieurs formes. Il y a l'insécurité économique, il y a l'insécurité culturelle, il y a l'insécurité militaire sous plusieurs formes. Déjà, permettez-moi de saluer, de présenter mes sincères félicitations à cet intervenant qui appelle du Mali et qui, donc, à travers son intervention, on se rend compte que la société civile, les acteurs politiques, l'opinion publique malienne s'inscrivent dans une nouvelle dynamique qui n'a rien à voir avec le divertissement et la distraction que nous vivons, par exemple, ici au Cameroun. Vous voyez, quand vous suivez ce jeune homme, vous avez le sentiment qu'il a pris corps avec le combat que mène le Mali en faveur de la souveraineté de son pays. Or, partout ailleurs en Afrique francophone, les gens sont dans des querelles de caniveau, des querelles de leadership qui n'ont rien à voir avec le sort du pays. Donc, une fois de plus, félicitations à lui et surtout à tout le peuple malien et à ses dirigeants. La France a utilisé l'armée française pour asseoir son autorité et continuer à piller les pays africains. Aujourd'hui, la Russie, qui n'a jamais été une grande puissance, qui n'a jamais été une puissance colonialiste, parce que je ne me souviens pas que la Russie ait pris part à la conférence de Berlin, je crois, pour l'Afrique s'est retrouvée totalement décapitée, partagée entre les plus grandes puissances. Et je ne me souviens pas que les Russes ont particulièrement pris part à la traite négrière, c'est-à-dire au XVIIe, XVIIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Je ne me souviens pas. Et ne me souviens pas que la Russie s'est engagée dans une guerre de colonisation en Afrique à l'époque où toutes ces puissances occidentales s'offraient, se jetaient donc avait fait de l'Afrique la chasse, tous venaient courir en Afrique pour arracher des parts du territoire. Donc la Russie a certainement une approche qui se vérifie, une approche qui n'a rien à voir avec celle jusqu'ici développée par les puissances occidentales, au premier rang desquelles la France. Il faut quand même relever aussi que parmi toutes les puissances coloniales, il n'y a que la France qui a signé et qui a pérennisé la colonisation dans les pays africains. Vous voyez, le Portugal, le Maroc ont été des puissances, pas le Maroc, l'Espagne, ont été des puissances coloniales, mais ces deux-là se sont retirés, même la Grande-Bretagne se sont retirés du territoire africain, mais la France a mis en place des mécanismes hérités du général de Gaulle pour transposer la politique menée durant l'occupation nazie à l'Afrique. Donc aujourd'hui, en fait, la France de Gaulle a calqué les mêmes principes, les mêmes techniques, les mêmes stratégies imposées à la France pendant l'occupation allemande nazie à ses anciennes colonies. Même le franc CFA est calqué sur des théories nazies. Donc, vous voyez donc que la France, depuis son contact avec l'Afrique, n'a fait que du mal à l'Afrique. Et heureusement, aujourd'hui, on a quand même des dirigeants comme Vladimir Poutine qui pensent que les Africains doivent prendre à main leur destin et sont dignes d'émancipation. Voilà pourquoi aujourd'hui, on retrouve des pays comme la RCA et le Mali, où la France est obligée de battre en retrait, puisque sur le plan militaire, je ne pense pas que la France oserait affronter sur un théâtre militaire et toute seule la Russie. Qu'est-ce que la Russie fait? La Russie renforce la capacité opérationnelle des forces armées africaines pour leur permettre, pour leur donner des moyens de pouvoir combattre toutes les questions d'insécurité, quelles que soient les formes, que ce soit le djihadisme, que ce soit des rébellions. Ça, on le voit. Dernièrement, la SCA a reçu des aéronefs pour assurer la couverture aérienne. Le Mali est déjà également très avancé.
la France nous a imposé la sous-traitance des questions de sécurité qu'elle a transformé en facteur de paupérisation, en facteur de domination et en facteur de chantage même de nos gouvernants. Vous vous rappelez l'incident qu'il y avait eu au Tchad, où la rébellion s'est retrouvée, bien avant l'assassinat du président Idriss Déby, où la rébellion s'est retrouvée aux portes du palais, alors que les forces françaises étaient bien stationnées à N'Djamena. Comment vous pouvez imaginer, avec tous les moyens, toutes les capacités en matière de renseignement dont dispose l'armée française, comment vous pouvez imaginer que des colonnes, des milliers de personnes armées puissent atteindre les portes du palais d'un pays où sont stationnées les troupes françaises? Donc vous comprenez que la France a utilisé justement la déstabilisation, a utilisé le chaos pour entretenir son hégémonie sur les États africains. Aujourd'hui, malheureusement, la donne est en train de changer et va d'ailleurs changer davantage avec ce que nous enregistrons en termes de retour à la paix, à l'unité territoriale des pays comme la RCA et le Mali. Parce que nous sommes d'accord, avant l'arrivée, pendant que les troupes françaises stationnaient au Mali et en RCA, les rébellions prospéraient. Depuis que les Russes ont décidé d'encadrer les forces armées de ces deux pays-là, les rébellions et les djihadismes ont beaucoup plus pris du recul, et c'est sûr qu'avec le temps, ces rébellions vont finalement disparaître. Maintenant, on parle plutôt des rébellions dans des précarés français, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Parce que ces terroristes ont compris que face à l'armée, aux troupes formées par l'armée russe, c'est mieux encore d'aller se battre contre ceux qui leur donnent ceux qui tirent des ficelles et qui leur donnent des capacités de nuisance nécessaires pour déstabiliser les États où jadis ils étaient installés. Voilà, justement, merci. Et depuis peut-être un moment, on va sortir de cette thématique, mais en rappelant quand même aux téléspectateurs qui peuvent toujours continuer pour les réactions, ceux qui préfèrent notamment la page Facebook de For You Media pour les commentaires, ou tout simplement nous appeler directement au cours de cette émission via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran de manière concrète. Mais on parlait justement de ce problème de la Russie que vous avez eu à évoquer. On se rend compte que sur le plan international, même lorsque le président russe a eu à mettre à la vue générale les deux dernières armes de force massive du côté de la Russie, il y a Satan 2 et puis il y a Apocalypse. On a toujours eu à faire référence que si Paris blaguait, en espace de 6 minutes, il pourrait arriver à une forme d'extinction. Donc, ça a peut-être été une forme d'intimidation. Et puis, qu'on se rende compte véritablement qu'au niveau du continent africain, lorsque les forces russes ou bien le gouvernement russe, par des accords, se met en place quelque part, il n'y a pas une réelle riposte du côté de la France qui aujourd'hui est mis sur le banc des accusés. Et ce que je voudrais qu'on tente de relever ici, cela voudrait dire de manière très claire que, au regard de ce que la France a eu à opérer sur le sol africain depuis des centaines d'années qu'elle y existe, celle-ci n'a plus aucune crédibilité de bénéficier rien que d'un simple doute, comme on a souvent envie de positionner pour un pays qui pourrait à un moment donné revoir sa façon. La France ne peut pas revoir sa façon. La France, dans sa relation avec l'Afrique, considère l'Afrique comme un grenier où elle peut faire des réserves et puiser en fonction de ses propres besoins. Vous vous rappelez, dans le cas des accords de coopération, il y a un accord qui n'est pas rendu public, mais dont nous avons le privilège d'avoir quand même une copie, celui concernant l'exploitation minière. La plupart des pays africains, des anciennes colonies africaines, il est interdit à la plupart des pays africains d'exploiter leurs propres ressources naturelles à partir de 10 mètres sous le sol. Quand on dit à partir de 10 mètres, ça signifie qu'un pays comme la Centrafrique, qui a l'or, le diamant, le pétrole, le gaz et tout ce que vous imaginez, n'a donc pas droit
de cet or-là et ces diamants-là appartiennent d'office à la France à travers ces accords. C'est la même chose pour le Cameroun. Maintenant, les États africains essaient de contourner, mais sur le plan juridique, ils n'arrivent pas encore à mettre en place les véritables mécanismes qui leur permettent de mettre définitivement un terme à ces accords. Parce que l'enjeu aujourd'hui pour l'Afrique francophone, c'est de procéder à une rupture totale en mettant un terme à tous ces accords et de manière solennelle. Vous imaginez bien, toutes nos richesses appartiennent à la France à travers un accord. Un accord qui n'a même pas été validé par l'Assemblée, par les élus du peuple, et qui est de surcroît, qui a été signé avant les indépendances de nos pays. Donc, nous sommes dans un schéma où la France n'a jamais pris en considération nos idéaux de développement, mais la France a plutôt nous considère, comme je le disais tantôt, comme des greniers, des bêtes de somme corvéables à volonté, qui n'ont même pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. Même cette histoire de démocratie, lorsque Mitterrand sort de là, vient à la suite du discours, il fait sa déclaration à la Bolle concernant la démocratisation de la vie publique dans les États africains, en réalité, c'était une technique pour nous empêcher de remettre en question un certain nombre de choses, un certain nombre d'accords, parce que en distrayant l'opinion africaine, en leur faisant comprendre que la démocratie est une voie de salut. Or, aucun pays européen, aucune grande puissance ne s'est jamais développée grâce à la démocratie. Mais malheureusement, sur le plan idéologique, les Africains se sont lancés dedans, ils ont détruit tout ce qu'ils avaient, tous les acquis. On a vu des conférences nationales souveraines ci et là, mais tous ces pays qui ont organisé des conférences souveraines, prenez par exemple le cas de l'ancien Zaïre, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont en lambeaux. Prenez tous ces pays qui ont organisé, qui sont tombés dans ces pièges. Or, c'est la France qui est à la manœuvre avec la complicité des autres pays de l'Union européenne, puisqu'il était question de conditionner l'accès à l'aide publique, à la démocratisation de la vie publique. Or, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Europe qui aide l'Afrique. C'est l'Afrique qui aide l'Europe. Parce que c'est en Afrique où l'Europe vient s'approvisionner sans contrepartie, vient piller nos ressources naturelles avec la bénédiction de la France qui en fait est pratiquement le loup de toute cette meute, de cette meute dévastatrice. Pour vous, peut-être pour vous relancer, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez eu à dire que la France ne pourrait plus se redresser, même comme il y a un adage camerounais qui fait comprendre que lorsque un arbre a déjà pris une direction, il est très difficile de venir à redresser cet arbre-là. Le reproche qui est fait à la France de piller, torpiller, prendre sans toutefois faire contrepartie équitable, s'il arrivait, je pose bien la question, s'il arrivait, puisque au cours notamment de la visite de 48 heures du président français Emmanuel Macron du côté de l'Algérie, où vous avez beaucoup de problèmes, quand il parlait de la question où la France devrait forcément assumer l'avenir avec courage, il se disait qu'il n'avait pas été un enfant justement de cette guerre, mais il pense qu'il faudrait l'affronter. Si aujourd'hui, il arrivait que la France pense à ce que pour ma survie, pour que je puisse bénéficier, comme je le faisais, il faudrait que je pense effectivement à donner de manière équitable à la source où je prends pour que celle-ci puisse grandir. Si on regarde par exemple le Niger qui produit l'uranium, alors qu'il y a des problèmes d'électricité de ce côté, et c'est plutôt la France qui a des centrales nucléaires qui tournent avec de l'uranium, on se pose assez de questions. S'il arrivait que cela puisse se faire, est-ce que la méthodologie pourrait changer, ou tout simplement ce n'est pas une affaire de président, mais une affaire de système français qui a pour ambition de torpiller? C'est le dénominateur commun de tous les dirigeants français et même de la classe politique française. Quelqu'un le révélait, le témoin du Mali le révélait tout à l'heure. L'opinion française n'est même pas au courant des crimes que la France commet en Afrique. Est-ce que vous le savez? L'opinion française ne connaît pas la nature de la relation que la France entretient avec l'Afrique depuis des siècles. L'opinion française ne sait même pas d'où sort l'uranium avec lequel il s'éclaire. Il ne sait pas dans quelles conditions. Mais par contre, l'opinion française, c'est que l'Afrique est un délinquant de pauvres gens. Est un continent où on retrouve pratiquement des gens, où les gens vivent sur les arbres, les hommes vivent sur les arbres comme des singes. Parce que les médias occidentaux sont dans leur rôle. Les médias mainstream
ont pour rôle d'abrutir leur propre opinion et d'abrutir les opinions africaines. Donc, il est difficile pour la France, pour la classe politique française, de changer totalement de démarche, parce que le sort de la France, l'avenir de la France en dépend. Les Français se sont habitués à tricher, à jouer aux imposteurs. Ils ne peuvent pas du jour au lendemain changer de démarche parce que leur survie en dépend. Si la France n'arrive plus à piller, d'abord Macron commence à en parler, si la France n'arrive plus à piller, et je pense que Macron en parle parce que les parts du marché de la France en Afrique ont chuté, sont en chute libre. Et je doute que la France puisse redresser la barre. Parce qu'ils sont en chute libre, c'est une conséquence justement de cette relation ambiguë que la France entretient avec les pays africains. Donc, il est difficile pour la France de revenir sur ses pas. Parce que les hommes, déjà au niveau de l'éducation, je vous ai rappelé tout à l'heure, même l'opinion française ne sait pas d'où vient dans quelles conditions est-ce que l'uranium est pillé, l'uranium qui alimente leur centrale nucléaire civile est arraché au Niger. Ou alors l'or, dont la France est le troisième détenteur, le troisième pays qui dispose du plus grand stock, que cet or-là est volé au Mali sans contrepartie pour les Maliens. Les Français ne le savent pas. C'est maintenant que grâce aux réseaux sociaux, à l'influence aux réseaux sociaux, que les Français commencent à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, quelle est la nature de la relation que la France entretient avec l'Afrique. Et au sein même des populations françaises, il y a certaines voix qui commencent à s'élever, même au niveau des hommes politiques. J'ai vu un député, par exemple, prendre fait et cause en faveur de l'Afrique lors d'une session de l'Assemblée nationale française. Ça commence à venir. Mais depuis, autant les accords de coopération sont restés secrets et enfermés dans un gros coffre inaccessible, autant les vérités dans la relation entre la France et l'Afrique sont cachés à l'opinion française. Tout ce que l'Afrique a à faire, tout ce que les dirigeants africains ont à faire, ou alors les leaders d'opinion et les acteurs politiques africains ont à faire, c'est faire preuve d'audace pour créer une rupture et obliger la France à devenir ce qu'elle mérite être, c'est-à-dire un pays occidental qui devrait être aussi pauvre sans les colonies que l'Espagne et le Portugal. Parce que c'est la relation en l'état actuel. Nous payons le prix fort de cette relation qui est totalement contre-productive vis-à-vis de nous. Donc il faut remettre en s'ouvrant à d'autres partenaires, nous avons des possibilités d'y arriver. Parce que ce qui est certain, la France ne pourrait jamais accepter affronter directement l'armée russe sur un territoire en Afrique, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Et au sein de l'Union européenne, ils vont lui apporter le soutien, mais il faudrait qu'il y ait certains, même au sein de l'Union européenne, qui commencent à s'interroger. On a le cas du Premier ministre italien, qui est très dur vis-à-vis de la France concernant le franc CFA par exemple, et il n'a jamais, il y a même d'autres ministres italiens certains acteurs de politique italiens qui sont extrêmement remontés contre la France par rapport à l'exploitation abusive dont elle fait preuve vis-à-vis de l'Afrique. Et même l'immigration clandestine qu'on a réussi en Europe, en Italie, il s'est déjà établi auprès d'une certaine opinion européenne, d'une certaine classe politique européenne, que c'est la France qui est à l'origine de l'immigration clandestine, qui oblige les jeunes Africains à courir vers l'Europe parce que la France exploite nos ressources sans contrepartie. Pendant ce temps, même les opinions françaises pensent que la France est dans une démarche civilisatrice. Si civiliser signifie exploiter sans contrepartie, alors vous comprenez que même la définition de la civilisation en prend un coup. Tout ce que nous avons à faire, comme je ne cesse de le répéter, c'est de remettre les pendules à l'heure et de choisir ceux avec qui nous devons désormais être ensemble pour espérer sortir de cet engrenage de pauvreté. Je vais tout simplement lire ce message qui nous est parvenu avant de passer à l'autre thématique. Bonjour à notre excellent média panafricain. Une grande joie quand j'ai appris le départ des terroristes français de Bangui. Cela doit se poursuivre partout en Afrique. Pour moi, l'arrestation de... Ah oui, elle a répondu justement aux deux questions, aux deux thématiques. Notre icône ivoirienne est toujours simplement la continuité de la dictature que
que la France nous a imposé par le biais du Burkinabé. Et puis il y a un autre qui vous a dit bien parler, Pierre, certainement pour saluer votre échange ce matin. Madame, Monsieur, nous prenons tout simplement une transition, la virgule, et on se retrouve derrière pour parler donc de la Côte d'Ivoire avec le cas de Pulcherik Bale. Vision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Elle a été écrouée, il faut le dire, depuis pratiquement le 23 août 2023 à la maison d'arrêt correctionnel d'Abidjan, Maka, comme cela se fait. Elle avait été interpellée, elle avait reçu un coup de fil du directeur général de la police ivoirienne et également aussi conduit à la préfecture le 20 août, Pulcherik Bale, qui est la présidente de l'ACI, l'Action citoyenne ivoirienne. Il lui avait été dit qu'elle devait forcément venir prendre son passeport qui avait été lui retenu entre les 3 et 4 août du moment où elle rentrait justement de Bamako pour s'enquérir des informations sur les 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako. Modibo Keïta Senou. Toutefois, quand elle est arrivée dans les cours de 16h40, cette dame s'est vue plutôt renvoyée pour autre chose. On lui a dit qu'elle devait être auditionnée dans ses sorties à vouloir trouver la lumière sur cette affaire, ce qu'elle va récuser en demandant la présence de ses avocats, mais cela ne va pas lui être accordé. Elle va donc être gardée à vue à cet endroit, et puis le lendemain, donc le 23, on va faire appel à ses avocats qui ne vont pas apprécier la procédure et vont donc déroger à cette invitation du tribunal. Elle sera donc devant le juge d'instruction, puis par la suite donc placée dans la maison d'arrêt et correctionnel d'Abidjan, Maka. Pulcherik Bale aujourd'hui semble être cette personne à qui on voudrait museler pour ne pas véritablement savoir concrètement ce qui se passe dans la situation des 49 militaires ivoiriens. On se souvient que lors de son point de presse de retour du Bamako, elle disait que si le gouvernement ivoirien venait tout simplement à demander les excuses, cette situation serait finie. Mais est-ce que le gouvernement ivoirien joue donc au gros dos ou au dos rond avec des épaules bombées, poitrine bombée, les épaules assez levées pour ne pas le faire, quand on sait également que le président ivoirien Alassane Ouattara a dos pour son petit nom, certainement celui des intimes, et on va rentrer dans ce cadre-là, a toujours traité le colonel Assimi Goïta, le chef d'État malien, comme étant une personne qui était arrivée là non seulement par embuscade, mais par la force des armes. Et aujourd'hui donc, Assimi Goïta, bénéficiant de tout le soutien du peuple malien, agit en cause et conséquence de ce que devrait faire un État souverain. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que Pulcherik Bale, la présidente de l'Action citoyenne ivoirienne ACI, serait une menace pour le régime Ouattara? Avant toutefois de donner la parole à notre invité ce matin, je vous invite d'abord sur les reportages qui ont pu être apprêtés pour ce rendez-vous qui porte la signature de Nguéné. Écoutons d'abord le tout premier qui revient sur la première situation où on a pu voir les différents acteurs s'exprimer, notamment ce parlementaire du parti au pouvoir qui disait par tous les moyens, si elle continue, il va falloir l'arrêter. Face au laxisme, à l'inaction, voire au silence assourdissant des autorités ivoiriennes, Pulcherik Bale s'était pourtant bien montré volontaire afin de trouver une solution probante en rapport avec le dossier des 49 militaires récemment inculpés et écroués à Bamako. Consentait à présenter ses excuses publiques, les 49 militaires seraient libérés et la situation en resterait là. Si l'État de Côte d'Ivoire ne consentait pas à s'excuser, l'Assemblée nationale devrait demander une enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite sur cette situation embarrassante. Des pistes de solutions qui malheureusement ne verront le jour, les autorités ayant privilégié celles qui mènent aux intimidations et aux invectives. Si elle continue de faire ça, écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. Ce n'est pas possible. Mais pour l'instant, on la regarde.
Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse les limites. Et je pense que là, elle atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traîner le nom du président de la République. Non. De façon objective, que reproche-t-on exactement à Pulchéri Balé? La présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne est-elle victime d'un système qui jusqu'ici a montré ses limites, ou tout simplement, quand vous ne regardez pas dans la même direction que l'exécutif, vous êtes réduit au silence? Pourquoi quand c'est le peuple qui est lésé? Pourquoi quand c'est le peuple qui est mis en cause, on ne fait pas justice? Et quand c'est pour des histoires politiques, que tout de suite, on arrête d'abord et on cherche les faits pour accabler les victimes. Ce n'est pas intéressant. Jusqu'où ira l'affaire Pulchéri Balé en Côte d'Ivoire? Difficile de répondre pour l'heure sans avoir plus d'éléments sur l'information judiciaire ouverte devant le 10e cabinet d'instruction près du tribunal des premières instances du plateau. Madame, monsieur, vous avez la possibilité de réagir via les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. DP, affaire Pulchéri Balé en Côte d'Ivoire, c'est quoi réellement le problème? Je crois que le régime Ouattara est en train de fabriquer une martyre de la liberté. Parce que lorsque vous analysez cette affaire, vous vous rendez compte qu'il s'est simplement soucié du sort de ses compatriotes en difficulté du côté du Mali, et croyant bien faire pour contribuer à leur libération. Cela a été pris à l'envers par le dirigeant ivoirien qui a préféré, qui préfère la museler alors que ce qu'elle propose n'a rien de méchant. Tout ce qu'on l'accuse, c'est des motifs qu'on va fabriquer pour l'accabler, et malheureusement, Entente avec une puissance étrangère. Le Mali est donc devenu une puissance étrangère. Et de porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Je crois que, une fois de plus, la France n'est pas un modèle pour l'Afrique. Parce que Ouattara fait preuve d'autant de zèle, parce qu'il est soutenu par la France depuis son hold-up à l'administrative suprême du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette femme, d'ailleurs c'est une collègue, parce que je suis également responsable d'une organisation de la société civile, dont je dois lui apporter mon soutien, ne serait-ce que moral. Ce qu'elle a fait, l'acte qu'elle a posé était un acte qui visait simplement à trouver une solution des meilleures à la situation qui prévaut. Et c'est d'ailleurs le gouvernement malien a simplement demandé au gouvernement ivoirien de présenter des excuses. Mais par orgueil, et convaincu que la France est de son côté, Ouattara a refusé, préfère sacrifier, fabriquer une martyre dont on n'a pas du tout besoin. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin de ce genre de martyr-là aujourd'hui, d'autant plus que c'est une martyre de la liberté. Il faudrait que les sociétés civiles africaines se réunissent, comme déjà l'a fait le président, le PPA-CI, le parti du président Gbagbo, pour condamner ce type d'agissement qui nous ramène à l'ère de la barbarie. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la barbarie. Et il faudrait que l'exemple de courage manifesté par le parti du président Laurent Gbagbo fasse déjà tache d'huile au sein de la classe politique ivoirienne et de la société civile pour condamner ce type d'agissement qui est loin de contribuer au renforcement de la démocratie, non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. Donc je crois qu'on a intérêt à continuer à nous préoccuper pour le cas de ces dames qui risquent d'être sacrifiées, qui risquent d'être écrasées par une machine sans âme et sans scrupules. On nous signale que nous avons un appel depuis le Mali. Il s'agit d'Oumarou au téléphone. Bonjour, cher Africain, cher frère.
Certainement, on y reviendra. Notre appelant qui est forcément déconnecté, peut-être il pourra le faire du moment où l'occasion va se le permettre. Alors, DP, je voudrais, autour de cette question, Pucheri Balé fait autant peur au gouvernement Ouattara ou au régime Ouattara, au point que cette dame soit aujourd'hui la numéro 1, parce que quand vous parlez de Marty, il est clair que au regard de cette situation, elle est en passe de devenir une figure. Si toutes les choses parviennent à ce que l'on ne fasse pas, on ne porte pas atteinte à sa vie, une figure sur le champ politique ivoirien dans les prochains jours, voire les futures élections qui arrivent pour jouer peser de son poids. Je crois sincèrement que le régime ivoirien aurait pu se passer de cette opportunité, aurait pu se passer, mais comme ils sont pratiquement, je sais pas, ils font preuve d'un excès de zèle. Ces dames, ce qui est certain, son nom sera même bien inscrit parmi les combattants de la liberté en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous analysez de quoi qu'est-ce qu'on lui reproche, on lui reproche simplement son audace d'avoir voulu porter une aide au moins morale à ses compatriotes en difficulté du côté du Mali. Or, je crois hier encore ou ce matin, le président Ouattara propose 27 millions ou une trentaine de millions aux familles de ces militaires. Vous comprenez, on ne sait même plus à quoi il joue. C'est lui qui condamne le réconfort moral que l'on voudrait bien apporter à ces militaires qui sont ces mercenaires, parce que les autorités maliennes estiment que ce sont des mercenaires. Pendant que les autorités ivoiriennes parlent des militaires. Du côté du Mali, on parle des mercenaires. Moi, je préfère donc épouser la thèse malienne en les traitant de mercenaires. Mais entre nous, en Afrique, on a l'habitude de l'arbre à palabres. Et c'est cette démarche que la dame a adoptée. Parce qu'elle est de la société civile, elle peut prendre ce type d'initiative, essayer de rapprocher les deux parties pour les concilier, pour concilier leur point de vue. Mais au lieu de prendre du bon côté, le régime de Ouattara pris plutôt du mauvais côté et il use de force et d'abus de pouvoir pour la museler. Et certainement, en tentant de la museler, elle va plutôt en faire une icône politique en Côte d'Ivoire. Parce que je suis certain qu'avec la sortie du PPACI, il y a certainement d'autres acteurs politiques qui vont prendre, s'ils n'ont pas encore pris position, qui vont prendre position. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est que ceux qui sont dans la majorité présidentielle, qui sont d'accord et acceptent tout ce qui se passe. Mais ceux qui sont dans l'opposition ont encore juste une marge de manœuvre pour prendre du recul et en faveur de l'intérêt du Mali. Parce que s'il arrive, si l'incident arrive à dégénérer, il faut quand même rappeler aux autorités ivoiriennes que ces gens ont été écroués par la justice malienne. Et la justice fait partie, le pouvoir judiciaire fait partie des 3 pouvoirs reconnus dans la gestion des affaires publiques. Donc, officiellement, la justice est libre de les condamner, de les poursuivre, de faire ce qu'elle veut, parce que la justice est censée être libre. Alors, au lieu d'engager dans des négociations, des pourparlers, eux, ils continuent à monter leurs grands chevaux, à abîmer même ceux qui ont semblent manifester une certaine volonté de concilier les deux camps. Dans ce cas, donc, qu'est-ce qui va se passer? Madame Balek est emprisonnée. Elle sortira de prison certainement, où elle en mourra. Mais en sortant de là, à la fin de ce qui lui est imposé, elle sortira extrêmement grandie et risque justement rentrer, si elle sort vivante, elle risque de rentrer dans le jeu politique ivoirien avec un poids que les autorités ivoiriennes n'ont pas prévu, un crédit que les autorités ivoiriennes n'ont pas prévu lui accorder. On va prendre finalement Omar, tel qu'on le signale avec la régie, depuis finalement l'Espagne et non le Mali. Bonjour, cher frère. Bonjour, frère. Je me présente, je m'appelle Oumarou Diara, malien qui habite en Espagne. Et concernant la coopération russe-Afrique, tout le monde sait que dans un pays, là où va la Russie,
la France ne veut plus rester ou ne peut pas rester. Comme ça a été dans le cas au Mali. C'est ça que je voulais dire, quoi. Merci, on vous souhaite de passer un excellent week-end du côté de l'Espagne. On revient justement sur cette affaire, on parlait de ce cas de Puchéry Ballet, peut-être pour que l'on puisse vous relancer. Je voudrais qu'à notre niveau, nous ayons du côté de Bamako au Mali retrouver encore Alaï Kouriba, puisque aujourd'hui il est un peu au centre des deux sujets et il voudrait davantage encore donner son point de vue sur cette affaire de Puchéry Ballet, avec le concours de la réalisation, s'il est connecté en ligne. Alaï Kouriba, réseau des jeunes actifs, réseau panafricain des jeunes. Et merci, j'appelle depuis Bamako, la capitale malienne. Et merci pour les thématiques, les dessous de l'arrestation de Madame Puchéry Ballet. Et d'abord, ce qu'il faut retenir, cette dame, avec son nouveau parti, est en train de gagner du terrain et en train de gagner la confiance des Ivoiriens. Tout regroupement, tout parti politique, toute société civile en territoire ivoirien qui n'est pas contrôlé par M. Alassane Dramane Ouattara est considéré comme une organisation suspecte et dangereuse. Dangereuse pourquoi? Du moment où toi tu opères dans l'inégalité et que tes opposants sont en train de faire la lumière sur pas mal de sujets que le parti au pouvoir n'est pas capable d'expliquer aux Ivoiriens, cela constitue un véritable danger pour le pouvoir public ivoirien. Premier point. Deuxième point, la dame est devenue une menace. Pourquoi? Du moment où le gouvernement de M. Gbagbo est en panne d'idées de trouver une solution adéquate concernant les 49 mercenaires arrêtés au Mali, elle a pris ses courages à main, s'est rendue au Mali et a discuté de ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir au moins alléger la souffrance des familles et de ces 49 soldats au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette initiative dérange parce que dans son initiative, elle a appris beaucoup de choses que le pouvoir central ivoirien ne veut pas que le public le sache. Et cela dérange aussi. Ensuite, et dans le schéma politique ivoirien, Madame Puchéry Ballet est en train de rassembler et les partis politiques et la société civile à elle seule. Et cette initiative de Puchéry Ballet va probablement aboutir à une union sacrée autour d'elle. Et cette bloc qui va se constituer sera une bloc d'opposition farouche pour le pouvoir central. Et c'est une menace qui est vue de loin. Et cette menace a été anticipée par le pouvoir en place en essayant d'intimider toute personne qui va prendre l'initiative que Madame Puchéry Ballet a pris sera emprisonnée. Parce que nous ne sommes plus dans un état de droit en Côte d'Ivoire, mais nous sommes dans un état policier. Toute personne qui va ouvrir sa bouche sera arrêtée. Si tu ouvres ta bouche, tu vas ouvrir ta bouche en faveur du président Alassane Dramane Ouattara. Si jamais tu dis des choses qui ne vont pas au même sens que celui de l'empereur, tu seras emprisonné, tu seras traité de toutes sortes de manigances. Sinon, comment est-ce possible qu'elle va organiser un pouce, qu'elle va susciter ce qu'on appelle un soulèvement,
qu'elle est en train de préparer un coup d'État. Mais c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. S'ils n'ont rien approché à elle, vaut mieux de la libérer. Si le pouvoir central ivoirien n'est pas capable de voir, de lire entre les lignes que les Ivoiriens aspirent à une paix, les Ivoiriens aspirent à connaître la vérité, les Ivoiriens aspirent à vivre avec une liberté d'expression, c'est que ce pouvoir est déjà arrivé à terme. Et le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara est déjà périmé. C'est aux Ivoiriens de faire leur choix, de choisir entre la raison et entre la passion. Le pouvoir de M. Ouattara est devenu un pouvoir passionnel, ce n'est plus un pouvoir rationnel. Je vous remercie et excellente journée. Le pouvoir du président Ouattara est devenu un pouvoir passionnel, ce n'est plus un pouvoir rationnel. Ça, ce sont les propos d'Alaï Kouriba qui vous a fait sourire ici en plateau du moment où il a traité le président Ado d'empereur. Si on ne marchait pas selon les bons auspices de l'empereur, on était justement mis au foutoir, mis à l'écart. Je pense que notre frère a raison d'affirmer ce qu'il vient de dire. On va certainement, avec le concours de la régie qui est en train de nous faire savoir qu'on a un autre intervenant en ligne depuis la capitale Bamako au Mali. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute, présentez-vous. Bien, et moi, c'est Ibou Dagno, j'appelle depuis Bamako. Allez-y, mon frère. Voilà, donc en fait, pour ceux qui ne comprennent pas là, moi je dirais tout simplement que Pulcheri Balé est une vraie menace pour Ouattara, puisqu'elle a évoqué des choses qui n'arrangent pas le président ivoirien, comme par exemple disant que cette affaire devrait passer devant les élus. En fait, c'est compliqué pour Ouattara, ça ne peut pas se passer ainsi. Sinon, on serait vraiment des choses. Mais en fait, cette histoire que les gens minimisent là, c'est très compliqué. Allô? Oui, allez-y. Voilà. En fait, il faut revoir un peu l'historique. La dame, elle n'a rien dit de grave. Au contraire, elle a proposé des solutions. Mais il se trouve que ces solutions ne sont pas vraiment des choses qui arrangent les pouvoirs actuels en Côte d'Ivoire. Puisque si cette histoire s'était faite, par exemple, au Mali, automatiquement, on allait exiger même que le chef d'état-major général des armées démissionne. On allait exiger que le ministre de la Défense démissionne. On allait exiger le passage du ministre des élus. On allait demander vraiment des arguments solides à nos autorités. Bon, c'est ce que les Ivoiriens refusent de voir. Le Mali n'a pas demandé grand chose. Cette histoire, ce n'est pas Hiroshima. Il faut seulement étaler les choses. Si vous avez des preuves, montrez les preuves. Si vous n'en avez pas, il faut arrêter de mentir au peuple. Maintenant que la dame, elle est libre de voyager, elle peut aller partout, elle n'a rien dit de grave. Elle a seulement demandé qu'il y ait vraiment une solution. Et cette solution-là, c'est peut-être, c'est-à-dire, on l'a pris seulement, on l'a mis en prison parce qu'on s'appelle Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens aussi regardent, ils pensent que, voilà, donc la dame était venue juste pour faire des coups d'État. On ne fait pas des coups d'État comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait des coups d'État. Et puis, si elle seule, elle arrive à faire des coups d'État, elle est 49 militaires. Alors, le pouvoir ivoirien est dans la fausseté. Il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux et demander de l'excuse, demander d'excuses, par exemple, aux autorités maliennes. Ce n'est que le début d'une autre étape. Cela ne serait pas la fin, ce serait le début d'une autre étape. C'est déjà devant les jurys. Donc, il ne faut pas qu'on prenne une dame qui vous propose des solutions, qu'on la mette en prison. Si ça peut arriver à Pulcheri Balé aujourd'hui, ça pourrait arriver à Simone Gbagbo demain, ça pourrait arriver
et même à ces députés que je n'ai même pas de qualificatifs pour lui, ça pourrait l'arriver demain. Et si quelqu'un a fait des menaces, je pense que c'est ce député-là d'abord qui a commencé. C'est pas son rôle. Lui, son rôle, c'est d'amener d'abord cette histoire devant ses collègues, qu'on en discute, qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on connaisse d'abord les faits et comme. Mais il ne faut pas rester à accuser des citoyens, des citoyennes de la Côte d'Ivoire juste parce qu'on est dans la pauvreté. C'est pas sérieux. Il faut qu'on quitte ça. Au Mali, on est serein. On n'a pas de problème. On attend seulement. Et vous voyez tous ces tonneaux vides qui font des bruits sur les réseaux sociaux, qui pensent qu'en insultant les autorités maliennes, en insultant les ressortissants, en menaçant les ressortissants maliens, en faisant ceci, cela. Bon, c'est-à-dire, je ne le souhaite pas. La Côte d'Ivoire, c'est déjà un pays voisin, c'est un pays frère. Je ne le souhaite pas. Mais si l'on touche à un seul Malien en Côte d'Ivoire, alors toute l'Afrique sera vraiment, il fallait pas négliger cette histoire. Je n'entends pas d'abord l'Union africaine officiellement s'exprimer sur la situation. Je n'entends pas la CEDEAO. Je n'entends pas l'UEMOA. Je n'entends pas toutes ces organisations à lever les tons en disant. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Si le Mali était dans la pauvreté, on allait le menacer. Hein? Ils ont des stylos faciles pour signer des sanctions. Mais si c'est pas comme ça, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est dans la pauvreté. Il faut montrer des preuves. Si on n'a pas de preuves, il faut venir à la table de négociation. Ce serait mieux que de prendre des gens et de les emprisonner pour rien. Bon, en fait, c'est ce que moi je voulais dire. Je t'appelle depuis Bamako. On attend voir quand même l'issue de cette histoire, mais la façon dont les Ivoiriens se comportent, c'est pas responsable. Merci à vous, bonne journée, bon week-end. Alors depuis notre ami malien depuis Bamako, qui lorsque nous parlions justement d'une question d'empire ou d'empereur, est en train de nous reconforter dans cette position et reconforte même d'ailleurs Alaï Kouriba qui a d'abord appelé précédemment sur la gestion de cette affaire par le gouvernement ivoirien tout d'abord. Oui, on voit un peu trop de faiblité du côté du régime ivoirien dans la gestion de cette affaire, ce qui laisse entrevoir, ce qui laisse même croire, selon certaines analyses, que ce dont les autorités maliennes accusent des 49 mercenaires est fondé. En fait, lorsqu'on voit la précipitation avec laquelle le régime ivoirien veut absolument étouffer ceux-là qui peuvent même proposer des solutions pour sortir de cette histoire entre pays frères quand même, on a le sentiment, le net sentiment que Abidjan a des choses à cacher. Et Abidjan a des choses à cacher. Ce sont ces choses-là qui poussent donc Abidjan à tenter de museler Picheri Balek. Je crois d'ailleurs que si l'on ne fait gaffe, elle doit être au pain sec, le genre où elle n'a même pas droit à visite, justement pour éviter des fuites. Donc il faut impérativement la museler. Or, comme le rappelaient nos frères du côté du Mali, c'est une question, sauf si Abidjan a décidé de devenir une force impérialiste aussi en Afrique de l'Ouest. Mais si Ouattara agit pour le compte de la France, tout sera su. Tout sera su et cette affaire ressemble plutôt à une affaire, cette affaire de Balek, ressemble à doit cacher beaucoup de choses. C'est pour ça que les autres font donc preuve de tant de précipitation pour l'étouffer et essayer d'étouffer la vérité. Mais malheureusement, on craint que l'opinion ivoirienne soit instrumentalisée pour s'en prendre aux Maliens qui vivent déjà depuis de très longues décennies du côté de la Côte d'Ivoire. Encore que les Maliens ont même contribué à la prise de pouvoir par Ouattara. Donc ce serait un suicide pour Ouattara de ne pas descendre de ses grands chevaux et de chercher une solution sur le plan diplomatique et même d'apporter une réponse aux exigences des Maliens qui affirment être sereins
parce qu'ils ont des preuves, ils n'ont rien à cacher, mais maintenant il revient à celui-là qui est à l'origine de cet incident, de faire profil bas pour pouvoir au moins sauver la vie de ces... et pour éviter une crise majeure entre la Côte d'Ivoire et le Mali, une crise qui ne dessert ni les intérêts de la Côte d'Ivoire, ni les intérêts du Mali, mais peut-être les intérêts du Mali, parce que le Mali est en train de construire sa souveraineté perdue, contrairement à la Côte d'Ivoire, qui veut affirmer sa soumission à la France, à la puissance néocolonialiste. Donc je crois que d'ici là, dès que le procès sera ouvert, ce dont Abidjan n'a pas intérêt, parce que certainement, les 49 militaires là ne pourront pas dire la même chose, et il y en a parmi eux qui pourraient effectivement céder et dire des choses que Abidjan ne voudrait pas mettre à la consommation de l'opinion. Donc le régime de Ouattara a intérêt à trouver des voies et moyens pour éviter d'avoir l'opinion africaine sur le dos et surtout de se mettre à nu sur le plan vis-à-vis de cette Afrique qui est soucieuse désormais de sa souveraineté. Mais maintenant, en enfermant dans Balek, on n'a pas le sentiment Ouattara a cette volonté, qu'il s'inscrit plus dans une fuite en avant. Mais cette fuite en avant ne risque pas lui en profiter et il est plutôt en train de faire de Balek un martyr qui risque, dont l'action risque de cristalliser les attentes de la classe politique, d'une certaine classe politique ivoirienne autour d'elle en défaveur justement de Alassane Ouattara. Peut-être pour vous relancer, puisque nous tirons vers la fin de cette émission. Seydou, depuis Bamako, le dernier appelant, nous faisait comprendre qu'il n'y a aucun mouvement du côté des organisations, des organismes régionaux, le cas par exemple de la CEDEAO. On n'entend pas réellement parler l'Union africaine. Macky Sall avait fait un détour la fois dernière. Il appréciait certainement l'ouverture du dialogue du côté du président colonel Assimi Goïta. Mais concrètement, aucune institution, aucune organisation ne s'est encore prononcée jusqu'ici cette affaire. Pour que ces institutions se prononcent, il faudrait déjà que les gouvernements impliqués dans l'affaire manifestent un intérêt et même peut-être les sollicitent. Mais compte tenu du contexte et compte tenu de la vérité et des faits qui sont reprochés aux 49 militaires ivoiriens, dont au régime ivoirien, je pense que celui-ci n'a pas assez de courage pour solliciter l'appui des organisations régionales et sous-régionales sur cette affaire. Donc c'est simplement un aveu du régime ivoirien qui confirme que ces mercenaires allaient au Mali pour une mission de barbouzerie et non par rapport à ce qu'ils voulaient faire croire. Et lorsque vous avez compris cela, vous êtes convaincu qu'à terme, c'est plutôt la justice malienne qui risque de dire le droit en défaveur de ces sacrifiés, que le régime de Ouattara n'est pas prêt à tirer d'affaire parce qu'il y a trop de choses, trop de non-dits autour de cette affaire, et c'est une affaire pourtant qui, si elle était menée avec davantage de tact et de diplomatie, quand on regarde l'humanisme des autorités maliennes, aurait quand même, on ne dirait pas qu'ils sont des votes en guerre, d'autant plus qu'ils considèrent la Côte d'Ivoire comme un pays frère, malgré les velléités déstabilisatrices que manifeste Ouattara à l'égard du Mali depuis que le nouveau régime a pris la tête de ce pays. En 5 dernières minutes pour cette poignée, on se rend compte, vous avez souligné tout à l'heure que le président Ouattara pense encore davantage à donner de l'argent pour tenter à peu près d'étouffer le mental des familles des 49 militaires ou mercenaires arrêtés au Mali. Il y a que le chef d'état-major général des armées, il y a quelques jours de cela, soulignait encore à la famille que ces militaires ou ces mercenaires se portent bien, qui sont au contact tout le temps avec certaines personnes, certaines autorités du côté de Bamako. Et puis, il y a eu cette volonté, du moins, c'est le président Ouattara qui l'avait annoncé, à la demande même encore depuis Chéri Ballet, qu'il fallait voir
autre mesure, si la médiation avec le président Faure Gnassingbé ne marchait pas, une ouverture était annoncée pour un deuxième round à Lomé, où devait prendre part donc le président Oumaro Sissoco Embalo de la CEDEAO et puis le président Macky Sall de l'Union africaine. Pensez-vous concrètement qu'on pourrait y aller à ce niveau tel que les choses se présentent? En quelques minutes, nous tirons vers la fin. Tel que les choses se présentent, c'est pas du tout évident de s'acheminer vers cette solution dans la mesure où le président Ouattara fait des preuves de dictature vis-à-vis d'une personne qui aurait même d'ailleurs qui aurait pu être associée dans le cadre d'une commission, de négociation avec l'autorité malienne, parce que ces dames, certainement, pour accéder à ces informations, a pu conquérir la sympathie de certaines autorités maliennes, et sa présence au sein d'une éventuelle commission en charge de la libération de ces 49 mercenaires ivoiriens aurait été saluée. Mais au lieu de l'associer dans une démarche de réconciliation, on a même l'impression que le président Ouattara est réfractaire à tout ce qui est paix, à tout ce qui est réconciliation. Il est beaucoup plus prompt à sacrifier des vies, à frapper du poing sur la table, à détruire même des vies à la limite, parce que ces dames, au regard de sa déclaration, qui n'avait rien de violente, de retour